Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Coup d'envoi pour la 108e émission de Et si on parle de sport. Chaque semaine, c'est comme un nouveau match qui commence. On entre sur le terrain pour vous faire vivre l'actualité du sport sous un autre angle. Portrait, décryptage, émotion, performance, tout ce qui fait vibrer le sport est dans cette émission. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport, toujours dans le collectif avec nous. Et bien sûr, un salut chaleureux à notre équipe de chroniqueurs, animatrices, animateurs et consultants, de vrais passionnés toujours prêts à mouiller le maillot. Le coup de sifflet a retenti, bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute. Et si on parlait de sport ? Au sommaire de cette émission, en première mi-temps, nous partons à la découverte d'un sport de précision, de stratégie et de passion, l'escrime. Damien Travessé, maître d'armes au club d'escrime de Muret et kinésithérapeute de profession, nous partage son expérience et son engagement au service des athlètes, qu'ils soient valides ou en situation handicap. Il revient sur les 3 armes de l'escrime, les grandes compétitions nationales et internationales, et notamment les derniers championnats d'Europe où les Bleus ont brillé avec 9 médailles. Juste avant la mi-temps, embarquez avec nous pour un voyage au cœur du Tour, une chronique spéciale signée par notre spécialiste Jean-Louis Pageste, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour de France. Et en deuxième mi-temps, direction la Haute-Garonne où la pétanque et le jeu provençal ne sont pas qu'un loisir d'été, mais bien de véritables disciplines sportives structurées, compétitives et passionnantes. Nous recevons Raymond Lemanac, figure locale et régionale de ce sport, réélu président du comité départemental de pétanque et de jeu provençal de Haute-Garonne et désormais trésorier adjoint du comité régional Occitanie. Au programme, une plongée dans l'univers de la pétanque de haut niveau, un retour sur les excellents résultats du CD31 aux derniers championnats régionaux, un focus sur les jeunes, les féminines, les vétérans et un zoom sur la montée en puissance médiatique de la discipline avec l'arrivée massive de la pétanque sur les écrans grâce à la chaîne L'Équipe. Et si vous pensiez encore que la pétanque n'est pas du sport, cette émission pourrait bien vous faire changer de point de vue. Mais avant d'entrer sur le terrain pour cette 108e émission, petit tour par l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match ? Et oui, dans cet avant-match, les principaux résultats sportifs de la semaine avec de l'athlétisme pour commencer, les championnats d'Europe par équipe à Madrid en Espagne. À un peu plus de 2 mois des mondiaux à Tokyo, la France qui visait le podium a terminé 7e dimanche avec une dernière victoire d'Agathe Guillemot sur 1500 mètres. L'Italie qui conserve son titre devant la Pologne et l'Allemagne. En duathlon, c'était les mondiaux à Pontevedra en Espagne. Marion Legrand et Émile Blondel-Herman, champions du monde de relais mix. Emma Wasser et Thomas Laurent également sur le podium pour un doublé tricolore. Il y avait aussi du triathlon dans cette épreuve. 2 ans après son premier sacre, la Française Marjolaine Pierret a de nouveau été couronnée championne du monde de triathlon en longue distance dimanche. Escalade maintenant avec la Coupe du Monde d'escalade de bloc, première historique pour Oriane Berton, notre jeune tricolore de 20 ans qui remporte la Coupe du Monde d'escalade bloc avec un nouveau podium à Innsbruck. Natation, l'Indy Summer Cup dans l'Indianapolis aux États-Unis. Engagé sur le 100 mètres brasse, Léon Marchand s'est imposé en passant sous la minute pour la 2e fois de sa carrière en 59 secondes 95 centièmes. Il signe la meilleure performance française de l'année. Il clôture le meeting avec une victoire sur le 200 mètres 4 nages samedi en réalisant un temps de 1 minute 57 secondes et 23 centièmes. On passe au tennis de table avec les championnats de France qui se sont déroulés à Rouen en par équipe. L'Alliance Nîmes-Montpellier a terrassé le GV Hennebont en finale de pro à 3-0 sans concéder le moindre set. Il s'agit du premier titre de champion de France remporté par le club occitan, porté par Félix et Alexis Lebrun, ainsi que Grégoire Jean, Antoine Achard, Esteban Dor, Manav Takar, Brian Afanador et leur coach Vincent Avril. Le VTT Contender de Zagreb en Croatie, Simon Gauzy s'est incliné à samedi en demi-finale face au japonais numéro 4 mondial Tomokazu Harimoto en 3-0. Golf, trophée de Vaudreuil Golf Challenge en Normandie. L'Anglais David Horsey, moins 16, a eu besoin d'un seul trou de play-off pour s'adjuger le trophée dimanche face à James Allan, Daniel Zung et Joseba Torres. 3 Français dans le top 10.
Robin Siégrist, 6e en moins 14. Clément Charmanson, 8e, moins 12. Et Julien Kens, 12e, moins 10. L'Open d'Italie, toujours en golf avec Adrien Sadier qui a décroché son premier titre sur le DP World Tour dimanche à l'Open d'Italie, moins 14. Le Français a devancé Martin Gouvrat, moins 12 et Clément Sordet qui complète le triomphe tricolore, 5e, moins 9. Basket, Coupe du Monde à Oulan-Bator en Mongolie. L'Espagne a remporté la première Coupe du Monde masculine de basket 3-3 de son histoire en triomphant en finale contre la Suisse 21-17 dimanche. L'équipe de France masculine, elle, de 3-3 a été éliminée dès les phases de groupe dominées par l'Autriche 13-17, Porto Rico 18-22 avant de battre le Canada 21-18 mais de s'incliner face à la Chine 16-18 après prolongation. Chez les femmes, premier succès également pour les Pays-Bas face à une surprenante équipe de Mongolie 15-9. La France, après avoir réalisé un sans faute en phase de poule, a cédé dans les quarts de finale, battue par la Pologne 15-19. Basket, toujours c'est les femmes en championnat d'Europe. L'équipe de France s'est arrêtée en demi-finale de l'Eurobasket, battue par l'Espagne 64-65 vendredi au Pirée en Grèce. L'équipe de France n'a pas relevé la tête lors de la petite finale contre l'Italie dimanche et repart bredouille du Pirée après cette deuxième défaite de suite 54-69. En volley homme, Ligue des Nations en Bulgarie, après s'être imposé 3-0 face à l'Ukraine mercredi et avoir cédé au tie-break face au Japon jeudi, l'équipe de France opportuniste s'est imposée 3-0 face à la Slovénie samedi. Et pour finir, la deuxième étape de la Ligue des Nations dimanche, elle a signé une victoire tranquille contre la Turquie 3-0. Football féminin, match amical mené 0-2 après 12 minutes de jeu. Les Bleus ont superbement renversé le Brésil 3-2 en match de préparation pour l'Euro 2025 vendredi à Grenoble. Championnat d'Europe de moins de 19 ans, dominé dans tous les secteurs de jeu, l'équipe de France est lourdement inclinée en finale de l'Euro U19 4-0 contre l'Espagne, sacrée pour la 4e fois de suite. Football, on passe chez les hommes, cette fois-ci avec l'Euro 2025 Espoir. Déjà championne d'Europe de l'Euro Espoir en 2023, l'Angleterre conserve son titre samedi contre l'Allemagne grâce à un but en prolongation de l'attaquant marseillais Jonathan Rowe, 3-2 après prolongation. L'équipe de France, elle, Espoir, avait été battue en demi-finale mercredi 3-0 par les Allemands. Football toujours, mais là on passe à la Coupe du Monde des clubs avec le 8e de finale et en disposant facilement de l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0, le Paris Saint-Germain s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Il affrontera le Bayern de Munich qui de son côté a dominé le club brésilien de Flamengo 4-2. Rugby à 13, Super League, 15e journée. Les Dragons catalans ont enfin mis fin à 7 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et avec la manière, 32-0 face à Giants d'Huddersfield. En Championship, 15e journée, fin de série pour Toulouse Olympique 13 sur le terrain des Widnes Vikings. Les Toulousains se sont inclinés 24-0 face à une équipe de Widnes solide et engagée. Rugby à 15, top 14, finale, vous l'avez tous vécu, entendu, le Stade Toulousain a été titré champion de France pour la 24e fois de son histoire, samedi au terme de son succès après une prolongation contre l'Union Bordeaux-Bègles, 39-33 en finale de ce top 14. C'est le 3e sacre de rang pour les Toulousains, déjà vainqueurs de l'UEBB l'an passé, un match extraordinaire et bravo aux deux équipes. Coupe du Monde, moins de 20 ans, l'équipe de France des U20 a parfaitement débuté son championnat du monde en s'imposant face à l'Espagne. Bonus offensif en prime, 49-11. MotoGP, Grand Prix des Pays-Bas, Marc Marquez sur Ducati a remporté avec maîtrise le Grand Prix et s'échappe au championnat du monde GP. Parti en pôle, Fabio Quartararo sur Yamaha n'a pu faire mieux que 10e et Johan Zarco, l'autre français, sur Honda, 12e. Auto Rallye, il y avait le rallye WRC de Grèce, vainqueur dimanche, son premier succès de la saison, Otanak sur Hyundai, ravi d'avoir pu aller plus vite tout en restant à l'abri des problèmes majeurs lors de ce week-end. Doublé français sur le podium avec Sébastien Ogier sur Toyota 2e et Adrien Fourmeau sur Hyundai 3e. En auto Formule 1, Grand Prix d'Autriche, McLaren a logiquement dominé le Grand Prix d'Autriche dimanche et Lando Norris s'est imposé devant Oscar Piastri. Charles Leclerc complète le podium avec sa Ferrari, alors que Max Verstappen sur Red Bull a été éliminé dès le premier tour. Esteban Ocon sur As 10e est le seul Français dans les points.
Il y avait du cyclisme aussi avec les fameux championnats de France aux Herbiers en Vendée. Pour commencer, le contre-la-montre chez les femmes, Cédrine Kerbaol a signé le meilleur temps devant Juliette Labousse. C'est le 2e titre de champion de France de la discipline pour la Bretonne de 24 ans. Chez les hommes, toujours en contre-la-montre, c'est Bruno Amirail qui a remporté le contre-la-montre devant Kevin Vauquelin. C'est le 3e titre du Pyrénéen, son 2e d'affilée. On passe à la course en ligne qui avait lieu donc samedi, première pour Marie Lenette. La Bretonne de 25 ans est devenue championne de France en devançant ses concurrentes de près d'1 minute. Chez les hommes, Dorian Godon, champion de France, il a remporté dimanche la course en réglant le sprint au sommet des Monts des Alouettes devant Romain Grégoire et Kevin Vauquelin. Place maintenant à une toute nouvelle chronique spéciale Tour de France avec Jean-Louis Pagès. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, une nouvelle chronique avec l'arrivée bientôt du Tour de France et ça sera un voyage au cœur du Tour que l'on vous propose. Et cette fois-ci, ça va être un voyage où on va repartir des origines du Tour de France, le 10 rue du Faubourg Montmartre. C'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, direction Paris, au 10 rue du Faubourg Montmartre, une adresse en apparence anodine et pourtant, c'est ici qu'est née l'une des plus grandes épopées du sport mondial, le Tour de France. Et pour nous en parler, un témoin privilégié de l'histoire de la Grande Boucle, Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général puis directeur des sites du Tour de France, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à l'organisation de la course. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors Jean-Louis, merci. Bonjour Laurent. Merci Jean-Louis d'accepter de nous aider dans cette belle histoire. Je sais que tu as plein de choses à nous raconter, nous parler, nous faire revivre un peu ce Tour de France et d'où il vient. Une des premières questions qu'on se pose, qu'est-ce que ça représente pour toi cette adresse du 10 rue du Faubourg Montmartre ? Pour moi, ça représente un changement de vie. Puisqu'en fait, j'étais prof d'histoire et donc j'ai atterri au 10 rue du Faubourg Montmartre dans le bureau de Monsieur Lévitan, qui m'a donc proposé un poste de commissaire général adjoint à l'époque en charge des départs. Et ce disque du Montmartre est pour moi un changement radical et la découverte d'un monde que je ne soupçonnais pas. Et c'est là, en fait, finalement, que tout a démarré. Exactement. Donc, bien sûr, c'est la source. C'est la source, en fait. Donc, des noms qui claquent, évidemment, Henri Desgranges, Géo Lefebvre, donc les inventeurs du Tour, qui sur une idée folle au départ, a pris germe et s'est développé au fil des ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 110 ans que le Tour de France existe. Oui, on raconte que tout serait parti d'une réunion entre monsieur Henri Desgranges et Géo Lefebvre en automne 1902. Tu peux nous dire un peu plus sur ce top départ finalement ? Alors, oui, bien que je n'étais pas là, évidemment. Non. Mais en tout cas, voilà. Donc, quand on rentre dans cette maison, en tout cas, moi, j'ai toujours considéré ça comme ça. Moi, c'est Monsieur Godet, Monsieur Lévitan qui m'a embauché. Donc, Monsieur Godet, donc c'est une grande référence au cœur du Tour. L'histoire, c'est ça. C'est Henri Desgranges, donc, qui cherche à concurrencer un autre journal qui est le journal Le Vélo. Et l'idée, en fait, c'est on fait un Tour de France cycliste avec des étapes qui étaient absolument dantesques, puisqu'il y avait cinq étapes, je crois, au début. De Paris, ça partait à Lyon. C'était un vrai Tour de France. De Lyon à Marseille. Ouais, c'était un vrai Tour de France finalement. C'est ça, je crois. Hein. C'est ça, en fait. C'était voilà, les grandes villes françaises, ça se terminait par je crois, un Nantes-Paris, avec des étapes, les commissaires de course à l'époque arrivaient parfois même en retard pour les classements. Enfin, ça roulait la nuit. Enfin, c'est incroyable, en tout cas, avoir cette idée-là. Et en fait, elle a germé, elle a pris, et aujourd'hui, le Tour a plus de 110 ans d'existence. On précise, Géo Lagrange était journaliste, l'occasion d'une discussion. Et alors, la petite histoire raconte, c'est autour d'une table, dans un petit bistrot, ils se sont mis à dessiner une carte. C'est un peu l'histoire qui est racontée et qui donne la vérité à ce Tour. C'est parti sur un coup de génie comme ça. C'est ça, c'est je crois, alors le resto, je crois que c'était la brasserie Zimmer, il me semble, en tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme source d'information. Donc c'était pour concurrencer en effet un autre journal qui s'appelait le Vélo. Et
si tu veux, le Tour de France, en fait, c'est l'œuvre d'un journaliste. Hein, et on se rend compte aujourd'hui que le patron du Tour, les patrons du Tour ont été journalistes. C'est le fil conducteur. Un rôle donc central. Le Tour de France est né pour vendre du papier. Tout à fait. Oui, c'est complètement ça. Complètement ça pour trouver une sorte de feuilleton qui tiendrait en haleine les lecteurs. Alors évidemment, hein, en l'occurrence, Henri Desgranges était passionné de cyclisme. Il l'a pratiqué d'ailleurs, je crois sur piste, il me semble, Desgranges ou Lefebvre. Et donc voilà, l'idée est partie de là et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, évidemment dans des proportions totalement différentes. Mais l'idée de départ est folle. Elle est folle, mais elle a réussi. Pour nos auditeurs, effectivement, on rappelle que le journal L'Auto, qui était donc en 1903, c'est lui qui a donné naissance, c'est l'ancêtre du journal L'Équipe, pour qu'on fasse une bonne liaison entre les deux. Exactement, c'est ça. Donc c'est devenu L'Équipe après la Seconde Guerre mondiale, avec Jacques Godet qui a pris la tête évidemment du journal. Et d'ailleurs, le disque du Faubourg Montmartre abritait les locaux du journal L'Équipe. Hein. C'était moi, le souvenir que j'en ai, en tout cas géographique, c'était une sorte de labyrinthe, un très beau bâtiment ancien avec tout un enchevêtrement de bureaux. Moi, quand je suis arrivé au disque du Faubourg Montmartre, en fait, c'était la Société du Tour de France, hein, parce que évidemment aujourd'hui on pense de suite au Tour de France à Esso, mais à l'époque c'était la Société du Tour. Il y avait 2 étages qui étaient dévolus à cette organisation. Moi, je suis arrivé dans l'étage où on avait les commissaires généraux, et les commissaires généraux à l'époque n'étaient en fait ils étaient tous issus quasiment du milieu militaire. Hein. C'était des colonels, le colonel Torrent, le colonel Marillet. Donc il y avait cet étage qui était destiné à ça, et au-dessus donc il y avait le marketing. Alors le marketing, on disait pas comme ça à l'époque, on disait le commercial. C'était donc la fille de Félix Lévitan qui s'en occupait. Et il y avait évidemment des bureaux et de bureaux directoriels. Le bâtiment aujourd'hui existe toujours, mais son usage a complètement changé. Vous êtes repassé devant depuis que justement les structures ont déménagé ? Non. Alors mon accent le laisse entendre. Je suis provincial, et donc depuis que j'ai arrêté donc en 2018, j'ai pas la nostalgie d'avant. Je n'y suis pas repassé. Simplement, j'en garde des souvenirs phénoménaux. Enfin, l'un de mes prédécesseurs qui était un personnage, en fait, c'était Élie Vermelinger, qui était le commissaire général du Tour de France, et qui lui donc était aussi un ancien militaire, qui je le sais, quand il partait en tournée, il allait visiter le parcours du Tour de France. L'histoire dit qu'il convoquait tous les maires, enfin chacun des maires des communes traversées, en leur disant: écoutez, je passerai dans votre commune tel jour, telle heure. Merci de me recevoir. Mais la réception se faisait sur le perron de la mairie, et il serrait la main. Donc il y avait toujours un petit côté, et c'est le côté journalistique aussi, hein, un petit côté journalistique qui disait: voilà, le commissaire général du Tour de France est passé, et le Tour de France passera chez nous. Et donc il y avait la petite photo à l'appui avec l'écharpe tricolore et en avant, donc et il visitait l'ensemble du parcours du Tour. Je me souviens même que Élie avait un bureau évidemment au disque du Faubourg Montmartre, mais en même temps il avait un lit de camp. Il dormait sur place. Hein. Et quand il partait en tournée, il y avait une sorte de cérémonie. Le commissaire général du Tour de France part repérer le Tour de France. Donc il y avait, si tu veux, on avait cette ce feuilleton. On faisait monter entre guillemets la mayonnaise, en fait, en habillant tout ça. C'était une sorte et ça l'est aujourd'hui bien sûr au niveau sportif, une épopée, mais ça l'est aussi au niveau organisation, et ça a gardé ce côté assez extraordinaire d'itinérance. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué au cours de toutes ces années, c'est l'itinérance. C'est ça, l'itinérance et le déplacement quotidien. Parce qu'une itinérance qui est coupée par quelques jours de repos, de transfert, de choses, sur le Tour, ça n'existe pas. Enfin, ça existe 2 fois parce qu'il y a des jours de repos obligatoires, bien sûr, mais sinon, c'est tous les jours déplacé. Ce feuilleton estival est aussi connu pour cet aspect-là des choses. Il y a l'aspect sportif qui est prioritaire et qui est primordial, bien sûr, mais c'est toute la partie caravane et suiveur du Tour. D'ailleurs, le terme est très significatif. Le Tour de France est composé de suiveurs qui suivent un roadbook et un livre de route. Aujourd'hui, on dit roadbook, mais c'est un livre de route qui permet à tous de se repérer
et de savoir où on va et ce qui va se passer le lendemain. Un dernier mot, Jean-Louis, on aura justement, grâce à toi, on fera plusieurs petites chroniques, on le précise, donc on développera tout ça. Mais un dernier mot pour ceux ou celles qui passeront un jour à Paris, donc devant ce numéro 10 du Faubourg Montmartre, sans connaître véritablement cette histoire. C'est un lieu symbolique. Alors je sais pas, n'y étant pas passé, je sais pas s'il y a une plaque, s'il y a quelque chose qui mentionne que justement le Tour de France a débuté là, commencé là en tout cas dans l'imaginaire de ses organisateurs. Mais c'est en tout cas pour les gens qui sont passionnés de cyclisme ou en tout cas qui suivent cette aventure humaine, parce que c'est une aventure humaine au mois de juillet. C'est sûr qu'en passant devant au cœur de Paris, on est en plein Paris, alors qu'aujourd'hui le siège du Tour est un peu excentré du côté de Boulogne-Billancourt. C'est un endroit qui parle, et en tout cas moi qui me parle, même si je n'y retourne pas. C'est le symbole et qui est le creuset de cette aventure humaine et cette aventure sportive, ce feuilleton sportif estival qui draine des millions de spectateurs. C'est là où tout a commencé. Merci beaucoup Jean-Louis pour tout ça. On sent qu'il y a encore plein de choses à raconter. Alors la prochaine fois, lorsque vous serez rue de Faubourg Montmartre, souvenez-vous de ce que vous venez d'entendre. Ce n'est pas juste une adresse, c'est un mythe que l'on a essayé de vous faire découvrir. Merci Jean-Louis encore d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Et puis à la prochaine. Avec plaisir, avec grand plaisir Laurent. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec Damien Travessé pour parler d'escrime. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui on vous emmène au cœur d'un sport à la fois noble, exigeant et spectaculaire, l'escrime. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Travessé qui est maître d'armes au club d'escrime de Muret, mais aussi kinésithérapeute de profession. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Pour commencer, quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Je suis maître d'armes, j'ai 27 ans et je suis également kinésithérapeute aussi. Donc effectivement, comme tu l'as dit, j'enseigne l'escrime au club d'escrime de Muret et puis je suis kinésithérapeute dans la vie de tous les jours. Et tu as été pendant un certain temps aussi auprès des équipes de France. Et d'ailleurs, tu as participé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France d'escrime fauteuil, c'est ça ? Effectivement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie du staff encadrant pour les Jeux paralympiques, du coup à Paris, qui se sont déroulés début septembre 2024. Pour lesquels j'ai pris part en tant que kiné des équipes de France d'escrime handisport. Donc a priori tu sais de quoi tu nous parles et on va être content de t'écouter. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton activité au quotidien entre l'escrime, le club et ton rôle auprès de toutes ces personnes ? Alors, je suis l'enseignant principal du club d'escrime de Muret, ce qui veut dire que on est un club de 145 licenciés. Il y a des cours toute la semaine, du lundi au vendredi. Moi, j'interviens sur 4 jours semaine. Il nous faut un petit peu de repos parce qu'en plus, avec les week-ends de déplacement en compétition qui sont nombreux dans toutes les catégories, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, on accueille toute l'année des personnes qui vont de 7 à 77 ans et même plus sur des cours et qui commencent soit cette année, soit qui en font depuis des années. Alors, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui leur apprend l'escrime, mais en même temps qui les soigne. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes personnes que je vois. Généralement, celles que je vois à l'escrime, elles viennent pas trop en cabinet, ça va bien, heureusement. Tant mieux, c'est que tu fais bien ton travail alors. Et alors, pour ceux qui connaissent pas bien ce sport et qui nous écoutent, peux-tu nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'escrime et présenter les 3 armes ? C'est toujours pareil, expliquer aux gens comment ça se passe. Oui, bien sûr. Alors, l'escrime, c'est un sport de combat dans lequel on utilise des armes. Il y en a 3, comme tu l'as si bien dit. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Et donc, elles ont chacune leur spécificité. Le fleuret, c'est une arme d'étude avec laquelle on touche par la pointe, donc arme d'estoc, tout comme l'épée. Sauf qu'à l'épée, on peut toucher partout. Et au sabre, c'est une arme plutôt de tranchant, de taille, on appelle ça. Donc on peut toucher à l'aide de la lame, mais aussi de la pointe, tout au-dessus de la ceinture. C'est l'arme des pirates, celui-là. C'est plutôt la cavalerie, mais on entend oui, la cavalerie, c'est les pirates, ouais, mais c'est la cavalerie à la base en fait. Voilà, si vous aimez les armes, eh bien pourquoi pas essayez-vous à cette discipline-là. Il y a le choix. Quelles sont les différentes épreuves que l'on retrouve en compétition ? Enfin, c'est assez large. On peut retrouver l'escrime dans déjà l'escrime sportive. Les 3 armes s'inscrivent en compétition. Il y a aussi l'escrime dans le pentathlon, comme on a pu le voir au travers des Jeux de Paris derniers. Et puis, il y a aussi une pratique handisport qui se fait sur fauteuil, comme on a pu le voir également lors des Jeux paralympiques de Paris.
On a vu des choses aussi assez exceptionnelles. Il y a de l'individuel et on a du par équipe aussi. Ça aussi dans les compétitions officielles. Et on l'a vu au dernier championnat, aux Jeux Olympiques, où c'est une ambiance extraordinaire. Et la différence entre l'équipe et l'individuel. C'est vrai. Alors, on a cette chance-là dans notre sport de pouvoir effectivement le pratiquer en individuel et par équipe. Les émotions partagées via les équipes, elles sont effectivement incroyables. Il y a toutes les nations qui sont derrière en plus, donc c'est vraiment génial. Et la différence entre les deux, c'est qu'en individuel, on va faire des matchs plutôt en 5 pour des poules et puis en 15 en éliminatoire, alors que sur des relais par équipe, on est sur 3 fois 3 matchs de 5 touches. Donc du coup, chacun rencontre les membres de l'équipe adverse au travers de relais en 5 touches. Donc ça fait un total de 45 et le premier à 45 ou devant à la fin du temps, ça peut arriver aussi, remporte la rencontre. Est-ce qu'il y a une approche différente entre la manière dont on va tirer en par équipe qu'en individuel? Est-ce que dans l'esprit, est-ce que l'approche est différente? Absolument. Il y a d'ailleurs des profils qui se révèlent sur des équipes, puisque ceux qui ont un tempérament plutôt à faire les choses pour les autres plus que pour eux vont parfois être de meilleurs éléments en équipe que ce qu'ils peuvent être en individuel, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est une alchimie assez intéressante. On n'a pas encore fait comme au judo, mélange filles-garçons dans une espèce de tourne d'équipe mixte, ça n'existe pas encore ça? Non, ça a été abordé. D'ailleurs, c'est peut-être encore abordé dernièrement. Il faudrait que je me renseigne un peu plus en détail pour le savoir. Mais je sais que c'est des choses qui sont régulièrement évoquées, donc peut-être à l'avenir, ça sera le cas. Eh ben, on suivra ça de près. Alors, on vient de vivre les championnats d'Europe qui ont lieu à Gênes, en Italie. Que tu peux nous parler des résultats marquants pour la France? Eh bien écoute, ça fait plaisir de pouvoir dire qu'on a eu de bons résultats sur ces championnats d'Europe, puisqu'en fait on est première nation et de loin devant l'Italie qui est deuxième sur ces championnats d'Europe, avec 9 médailles au total, 5 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze, si je dis pas de bêtises. Il y en a dans toutes les armes, excepté malheureusement en épée, c'était plus difficile. C'est ça a été un petit peu plus difficile cette année. Bon, sur une post-paralympiade, il manque aussi des personnes, puisque il y en a qui deviennent mamans. C'est le cas d'Oriane Malo-Breton qui a arrêté un petit peu qui a fait une pause en tout cas suite aux Jeux Olympiques pour pouvoir justement se dégager un petit peu de temps, mais qui reviendra fort, on l'espère. Donc effectivement, donc on a vu des championnes un petit peu nouvelles qui arrivent sur le terrain. En fleuret, entre autres, j'ai vu ça. Eva Lacheret, non, c'est sa première fois qu'elle gagne un titre à ce niveau-là, si je me trompe pas. C'est ça, c'est le premier gros titre pour Eva Lacheret. Après, elle n'est pas non plus inconnue, hein. Elle a participé aux Jeux Olympiques 2024. Donc elle a quand même une bonne expérience et puis elle est dans la fleur de l'âge, on va dire, pour pouvoir aller chercher des résultats. Donc c'est une concrétisation, je pense, de son parcours. Alors pareil, en fleuret homme, il y a Anas Hanan qui a 21 ans seulement, qui prend une médaille d'argent, qui s'incline de justesse face à un Italien. Les Français, après, c'était un peu difficile. Il a fait une superbe fin de saison. Moi, je l'ai suivi d'assez près, puisque le fleuret, c'est mon arme principale. Franchement impressionnant, très méritant sur la compétition. En plus, il a sorti de belles têtes de série et il a sorti de très gros matchs aussi. Donc, médaille amplement méritée. Bravo. Donc là, c'était les championnats d'Europe. Quels sont les prochains grands rendez-vous à pas manquer pour les fans d'escrime, justement? Suivant, il y aura les championnats du monde qui vont avoir lieu cet été, en juillet. Du 20 au 30, c'est ça. Ouais. Et ça se passera en Géorgie. Alors, c'est une compétition. Là, par contre, c'est du niveau aux Jeux Olympiques, parce que j'imagine que le championnat du monde, on retrouve tout le monde. Ben, effectivement, il y aura tout le monde. Après, il manquera peut-être quelques figures, comme je le disais, dû à la post-olympiade, certaines personnes qui... Faire l'impasse de championnat du monde pour préparer la suite. Tu travailles aussi avec... tu as travaillé avec l'équipe de France Handisport. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence avec l'escrime des valides, comme on dit, et l'escrime fauteuil? Il y a une petite différence, on tire pas de la même manière. En escrime handisport, on tire sur des fauteuils. Donc en fait, on s'assoit, les fauteuils sont fixés à 2 systèmes handifixes qui viennent du coup immobiliser complètement les fauteuils. Et c'est simplement le déplacement du corps, du tronc en fait, on dit, sur le fauteuil qui vont permettre les déplacements. Donc on est quasiment tout le temps en danger, puisque très proche de son adversaire. Et donc au jeu, ça nécessite d'avoir un développement technique très élevé. Et donc du coup, même pour les
Pour les personnes valides qui souhaiteraient améliorer leur technique, je les invite à s'asseoir sur des fauteuils, c'est très intéressant. On a vu justement, moi ça m'a marqué aux Jeux Olympiques où il y avait des pénalités parce qu'on considérait qu'on se levait un petit peu trop. Enfin, c'est quand même très, très dur quoi, comme jugement. On joue avec les limites, donc forcément quand on joue avec les limites, on s'expose à certaines sanctions. Effectivement, les jugements sont difficiles. Je pense que ça tendra à se développer, à aller dans le bon sens, parce que ça reste aussi très arbitraire. L'œil humain ne permet pas d'assurer à 100% certaines décisions. C'est aussi le sport, donc oui, ça va continuer d'aller dans le bon sens, je pense. Il y a la VAR peut-être qui viendra un jour, comme dans d'autres sports, pour vous juger si c'est bon ou pas. Peut-être. Donc, quels ont été les derniers résultats des championnats de France d'escrime fauteuil, justement, et toi, tu nous parlais d'un jeune aussi que tu as dans ton club. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Alors oui, les derniers championnats de France ont eu lieu à Valence, Valence. 15 et 16 juin dernier, si je dis 14 et 15 juin, oui. Ouais, 14-15 juin, c'est ça. On a eu la chance, nous, le club de Muret, je veux dire, de pouvoir glaner pas mal de médailles d'or sur ces championnats de France, puisque nous avons Brianna Vidé qui a remporté les médailles d'or dans chacune des armes, au fleuret, au sabre et à l'épée. À l'épée face à sa partenaire de Jeux paralympiques, Clémence de Lavoie-Pierre. Elles ont fait un superbe finale qui s'est concrétisée à 15-14, donc au cours d'un match très serré. Et puis nous avons également une 4e médaille d'or sur les championnats de France jeunes, puisqu'on a un jeune homme, Noah Chesville, qui est arrivé au club il y a maintenant 1 an et demi, enfin non, même 2 ans. Et il a maintenu son titre pour la 3e année consécutive de champion de France jeune, donc bravo à lui. Et le lendemain, en senior, il n'a pas démérité du tout non plus, puisqu'il a fini 5e sur 29 participants. Donc belle performance pour un jeune de son âge. On espère qu'il ira loin et qu'il pourra poursuivre son parcours à l'international. Mais on va saluer et féliciter Brianna et bien sûr sa coéquipière pour cette performance. On la salue puisqu'elle était déjà venue dans notre émission et on a vu sa performance aux Jeux Olympiques, donc on était de tout cœur avec elle. Tu me parlais de Noah, ce jeune qui lançait un appel aussi il y a quelques temps parce que il voudrait pouvoir poursuivre. Il a un bon niveau, il voudrait pouvoir poursuivre et cet appel, c'était de demander de chercher quelques partenaires qui soutiendraient ça. Effectivement, on a affaire à un jeune du coup de 17 ans qui rentre en études supérieures, qui est dans un double projet, qui a fait champion de France chez les jeunes 3 ans de suite, qui a fait un bon résultat chez les seniors également. Il arrive maintenant à un plafond qu'il faudrait pouvoir surpasser. Et pour cela, effectivement, le nerf de la guerre, ça reste quand même les finances. Et il va donc avoir besoin de partenariats sur le plan financier parce qu'il est tout jeune, il est en développement à peine. Et donc du coup, s'il ne s'entoure pas correctement à ce niveau-là aussi, il va avoir du mal à concrétiser ses rêves malheureusement. Bon, l'appel est lancé, nous modestement, en tout cas, s'il y a besoin, on peut s'adresser à toi éventuellement ou écrire au club de Muret. S'il y a un partenaire qui souhaite soutenir un jeune en escrime fauteuil, n'hésitez pas. C'est un garçon qui est champion de France et qui est aux portes du national, voire de l'international. Exactement, merci beaucoup pour lui, pour cet appel. Et puis en plus, il a un super état d'esprit. Franchement, c'est quelqu'un qu'on veut soutenir. Bon, on va faire passer tout ça. Et quels sont les prochains grands rendez-vous en escrime fauteuil ? Tu peux nous en parler ? Alors le prochain gros rendez-vous, c'est les championnats du monde à Ixelles sur septembre prochain, du 2 au 7 septembre. Donc là, pareil, ça va être pareil qu'en valide, on va dire. Il va manquer quelques figures dues au poste paralympique, certains qui prennent un peu de temps pour se ressourcer et pour faire avancer leur projet de vie personnel hors escrime, puisque je rappelle que c'est un sport qui ne paye pas, donc il y a aussi des projets personnels professionnels également. Et donc du coup, va quand même y avoir le gratin mondial sur cette compétition. Oui, parce que Ixelles, je précise, c'est en Corée du Sud. Et on prend l'exemple, si le jeune Noah veut aller là-bas, il faut pouvoir trouver les fonds pour aller jusqu'en Corée du Sud. Et c'est des voyages qui coûtent quand même assez cher. Et on oublie souvent l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on voit nos jeunes sur ces compétitions-là, mais on oublie de savoir que derrière, il y a beaucoup d'investissements qu'il faut donner pour des sports qui ne sont pas effectivement forcément professionnels.
Merci Damien. Alors pour conclure, quel message tu aimerais adresser à tous ceux qui hésitent à se lancer, parce qu'on sent la passion. Toi, tu es dedans depuis de nombreuses années. Et qu'est-ce qui ferait décider des jeunes de dire je vais m'y mettre, que ce soit handisport ou que ça soit valide. Je veux dire, c'est important aussi de dire que dans le handisport, on peut trouver une voie comme ce jeune Noah. Absolument. Je pense que l'escrime, c'est un sport à essayer dans tous les cas, parce qu'on y vient avec plein d'a priori. On a l'impression souvent que c'est pas pour soi. C'est encore pire en handisport, mais à partir du moment où on a essayé, franchement, on y a quasiment adhéré à 50%, quoi. Il fait un petit peu chaud, surtout en ce moment, mais franchement, si on arrive à passer au-delà de ça, c'est un sport magnifique, quoi. C'est quoi la pédagogie de l'escrime ? On sait qu'en judo, il y a un certain respect et tout, mais l'escrime, ça nous ramène aux mousquetaires, ça nous ramène à toute cette classe de respect aussi. Oui, il y a une partie qui est, comme tu l'as dit en introduction, liée à la noblesse, mais ça n'est pas non plus pompeux ou guindé, bien au contraire, c'est très accessible. Et puis c'est un sport de combat dans lequel on est protégé, on ne va pas directement porter des coups, on ne va pas directement non plus les recevoir. Donc il y a vraiment tout plein de choses qui sont intéressantes, la planification, la stratégie, l'aspect physique, et puis le tissu associatif qui représente quand même un fort vecteur de socialisation important. On a vu en tout cas cette espèce d'écrin extraordinaire aux Jeux Olympiques et cette ambiance, on ne s'attendait pas à ça finalement. C'est un sport qui a fait bouger beaucoup de choses parce que l'ambiance le lieu était magique et en même temps l'ambiance était extraordinaire. Enfin, tu l'as vécu toi de près. Ah, moi je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai eu cette chance et non, franchement, j'ai même pu le vivre aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Aux Jeux Olympiques, j'étais également au Grand Palais sur toute la semaine puisque j'ai fait partie des 4 maîtres d'armes missionnés par la Fédération française d'escrime pour aller proposer des initiations au public du Grand Palais. Donc je l'ai vécu de l'intérieur également pour les Jeux Olympiques. Et non, l'effervescence était incroyable. Les places sont parties, mais il y a une vitesse folle. C'est un sport qui est énormément regardé, mais qu'aux Jeux Olympiques. Et c'est bien dommage parce que franchement, il mérite que ça puisse être plus amplement reconnu et plus amplement pratiqué. Un public de connaisseurs ou un public de Monsieur Tout-le-Monde ? La plupart des personnes, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Des gens qui ne connaissaient pas, qui venaient essayer pour la première fois. Sur la semaine, j'ai fait passer 1000 personnes pour essayer. Donc, sur 7 jours, quoi, plus de centaines de personnes par jour. Et nous étions 4. Donc on peut se dire qu'on a fait passer quand même beaucoup de personnes. Et sur cet ensemble, je dirais qu'il y a 75-80% des gens qui ne connaissaient pas l'escrime. Et ceux qui veulent se mettre à l'escrime, là, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Fédération, région, département ? Comment on peut rentrer dans ce sport ? C'est simple, à l'heure d'Internet, vous tapez club d'escrime environnant, club d'escrime dans votre région ou dans votre département, et vous allez trouver probablement un site internet. En tout cas, c'est ce que nous on fait au club d'escrime de Muret. On a un site internet qui est tenu très régulièrement à jour quand même, au moins une fois par an. Donc vous pouvez avoir l'ensemble des renseignements, puis prenez contact, passez le pas, ça n'engage à rien. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème, mais au moins venir voir, au moins venir peut-être essayer, et puis vous verrez une fois que c'est essayé, c'est quasiment adopté, quoi. Et l'équipement, c'est pas trop compliqué pour les parents qui se posent peut-être des questions ? Comment ça se passe aussi ? L'épée, la tenue, tout ça ? Comme j'ai dit, c'est un sport effectivement des connotations nobles, mais très accessible parce qu'en fait on prête l'intégralité du matériel dans la plupart des associations. Il y a simplement une petite location, mais c'est rien du tout par rapport à ce que c'est réellement. Je prends l'exemple du club. Nous, on est à grosso modo 300 € à l'année. Ça fait 30 € par mois. Si on compare ça à une salle de sport, on a 2 cours d'escrime. On en a certains même parfois individualisés, puisqu'on a des cours individuels aussi en escrime, simplement avec le maître d'armes. Et puis l'ensemble du matériel, je veux dire, c'est absolument pas cher par rapport à l'idée qu'on s'en fait en tout cas. On peut démarrer à quel âge l'escrime ? Vous les prenez à quel âge les jeunes ? Alors nous, on fait des essais entre 5 et 6 ans pour voir les profils des enfants. Et puis si ça matche bien, on les prend dès cet âge-là. Sinon, on attend qu'ils aient au moins 6 ans. Et puis on a cette année, par exemple, suite aux Jeux de Paris, une bonne vingtaine de personnes adultes qui se sont rajoutées sur le cours adulte, qui ont commencé cette année, quoi. Ils n'ont pas été perdus. Ça s'est très bien passé avec ceux qui en faisaient depuis quelques années, et puis ça fait un beau mélange, quoi. Pour toi, les Jeux ont été porteurs pour la discipline ? Pour le club, les Jeux ont été porteurs. Pour l'ensemble de la France,
Je pense aussi, il faudrait vérifier les chiffres pour évidemment confirmer mes dires, mais je pense que ça a apporté à énormément de clubs en France et surtout que ça a apporté à énormément de gens qui ont découvert en fait ce sport et qui ont décidé de passer le cap en se disant peut-être que c'est pour moi, quoi. Écoute, merci les jeux, on va dire quand même, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ces jeux, ça a été quand même un grand moment qu'on a vécu en France. Damien, un grand merci pour ta passion communicative, on comprend mieux que ce que représente l'escrime aujourd'hui, aussi bien dans la forme olympique que dans sa dimension handisport. On souhaite évidemment plein de succès à l'équipe de France pour les mondiaux à venir, et l'équipe de France handisport est valide, et à tous ceux et celles qui s'engagent chaque jour dans ce beau sport. Merci beaucoup Laurent. À bientôt. À bientôt. C'est la mi-temps, retour vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Raymond Lemanac pour parler pétanque et jeux provençal. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour pour cette deuxième mi-temps sur le plateau de Et si on parle de sport. Aujourd'hui, on vous emmène du côté des terrains de sable et de gravier pour parler pétanque et jeux provençal avec notre invité Raymond Lemanac, qui est réélu président du comité départemental de pétanque et de jeux provençal de Haute-Garonne, qui est aussi nommé trésorier adjoint du comité régional d'Occitanie. L'occasion de faire le point avec lui sur les résultats, les clubs, les jeunes, les féminines, l'évolution médiatique du sport et surtout de partager une passion bien ancrée dans nos territoires. Bonjour Raymond. Bonjour Laurent. Alors Raymond, tout d'abord, félicitations pour ta réélection à la tête de ce comité départemental de Haute-Garonne et puis pour ta nomination régionale. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs dans un premier temps et nous dire ce que ces nouvelles responsabilités représentent pour toi ? Oui Laurent, donc bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors j'ai 66 ans, je suis retraité de la Poste et effectivement après le premier mandat de 4 ans que j'avais effectué, qui s'est terminé donc en novembre l'an dernier, j'ai décidé de repartir pour un nouveau mandat, 4 ans de plus, et j'ai donc présenté une liste un petit peu différente de celle que j'avais précédemment, avec quelques modifications, et j'ai été réélu donc en novembre dernier pour un mandat de 4 ans, à la tête d'une équipe de 23 membres. Suite à ça, nous avons donc eu à mettre en place une nouvelle équipe pour la région, le comité régional d'Occitanie, et effectivement j'ai décidé, sollicité par le nouveau président, Francis Ricard, de ce comité régional, j'ai décidé de répondre à sa demande et de figurer dans sa liste sur une liste donc pour être élu en tant que membre du bureau directeur. Et j'ai accepté de prendre le poste de trésorier adjoint, de manière un peu à aider mon collègue Paul Corby, trésorier, et élu du CD31 lui aussi, de manière à apporter notre pierre à cet édifice pour un mandat de 4 ans, on va dire un mandat sûrement qui va permettre d'être une transition vers peut-être un avenir avec des personnes plus jeunes, espérons-le, parce que bien entendu, beaucoup d'entre nous avons un âge déjà bien avancé et l'espoir c'est de pouvoir rajeunir un petit peu les futures équipes. Voilà. L'appel est lancé donc à tous les jeunes qui nous écoutent, ceux qui jouent, mais même ceux qui ne jouent pas, ils peuvent aussi participer à ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la différence entre ces deux disciplines pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, la différence, elle se situe surtout au niveau des distances de jeu. La pétanque est un sport qui se pratique de 6 mètres à 10 mètres, hormis pour les jeunes où quelques dimensions sont différentes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Le jeu provençal, lui, se pratique sur des distances de 15 à 20 mètres. Les autres différences que l'on peut notables du jeu provençal, c'est que quand on pointe à ce jeu, on pointe sur un pied,
un pied ne touche pas le sol, on fait un pas sur le côté pour s'ouvrir un angle de jeu. Un des 2 pieds reste en l'air, enfin ne touche pas le sol jusqu'au lâcher de la boule. Et l'autre différence notable, et la plus importante, c'est la façon de tirer, puisque le tireur au jeu provençal prend 3 pas d'élan. Vu que la distance est bien plus longue, effectivement, il faut 3 pas d'élan pour pouvoir tirer à cette distance-là. C'est un jeu basé beaucoup plus sur la patience, qui est tout à fait différent du jeu provençal par le rythme de jeu. Différent de la pétanque, par le rythme de jeu. Autant la pétanque, on peut avoir des parties très rapides avec des tireurs d'instinct qui font que les parties peuvent être rapides, autant le jeu provençal est basé sur un jeu beaucoup plus long, de réflexion, de calcul de sa donnée pour pouvoir pointer sa boule dans un endroit déterminé. Voilà, c'est un jeu qui donne des parties beaucoup plus longues, donc il faut avoir un esprit beaucoup plus calme et beaucoup plus... il faut être beaucoup plus patient qu'à la pétanque, je pense. Oui, écoutez, voilà, c'est l'occasion de venir voir. J'imagine qu'il y a des compétitions, on en parlera aussi sur cette discipline provençale. Alors, comment la pétanque et le jeu provençal sont-ils justement organisés sur le plan sportif en Haute-Garonne ? Alors, en Haute-Garonne, comme dans d'autres départements, mais pour le département, donc pour le CD31, nous mettons en place toutes sortes de compétitions, des concours départementaux, environ 800 concours départementaux par an dans le CD31, des concours départementaux, des qualificatifs aux divers championnats départementaux et bien sûr, après la période des qualificatifs, les championnats départementaux. Quelques chiffres donc, j'ai parlé des 800 concours départementaux environ sur une année, ce qui est énorme et je pense ce qui est, à mon avis, le plus important en France. 150 qualificatifs aux divers championnats, répartis sur 9 zones dans le département, du nord de Fronton à Luchon au sud. Le département est divisé en 9 zones pour les qualificatifs et nous avons une quinzaine de championnats départementaux de différentes sortes. Ça va du tête-à-tête homme-femme au triplette homme-femme, vétéran, promotion, jeu provençal et j'en passe. Donc une quinzaine de championnats qui font donc 150 qualificatifs qui durent de début février à fin mars, mi-avril. Et tout ça débouche ensuite donc sur les championnats départementaux qui réunissent les meilleures équipes issues des qualificatifs, soit 128, soit 64 équipes, qui permet de qualifier donc les meilleurs pour les championnats soit de région, soit championnats de France directement pour les vainqueurs, ou championnats régionaux pour les finalistes ou demi-finalistes selon le nombre d'équipes sélectionnées pour les championnats régionaux. Cela concerne toutes les catégories d'âge, que ce soit les jeunes, les plus jeunes, avant 18 ans, répartis en benjamin, minime, cadet et junior. Les championnats concernent aussi bien sûr les féminines, les seniors. Alors chez nous, seniors, ça veut dire de 18 à 60 ans, et ensuite les vétérans, plus de 60 ans, et donc les féminines, j'en ai parlé. Voilà pour la façon dont on organise les compétitions. Ce qui fait un calendrier énormément chargé. Alors vous jouez, en fait, la question qu'on peut se poser, vous jouez toute l'année Toute l'année. Pas trop froid en hiver? Si. C'est un petit peu ce qui nous est reproché par les participants. Et je le comprends, nous commençons en général le premier week-end de février, donc dans des conditions parfois difficiles, c'est vrai. Mais nous sommes obligés, vu la quantité de participants, je parle à peu près entre 13 000 et 15 000 participants aux qualificatifs, donc c'est énorme. Nous avons pris l'option de mettre en place 2 qualificatifs par championnat départementaux, contrairement à d'autres départements qui n'en font qu'un. C'est un choix que le comité départemental a fait et qui durera jusqu'à la fin du mandat. Bon, nous n'obligeons pas les gens à venir participer, mais c'est vrai que nous sommes obligés de commencer très tôt et ça peut poser des problèmes en début de saison, l'hiver. Donc quand il fait de la neige, les boules sont rouges en fait, non? Alors la neige comme au chez football nous, pour les trouver. Voilà, jusqu'à maintenant, la neige on l'a évitée. Oui, dans d'autres départements, ce n'est pas le cas. Mais nous, la neige, en général, on l'évite. Mais par contre, les matinées très froides avec du vent glacial, ça on y a droit et bon. On fait avec. Bon, mais c'est un sport de guerrier, la pétanque, on découvre. Alors, on parlait de compétition, on est donc en plein dedans où on vient de terminer les championnats régionaux. Quels sont ces résultats? Alors, effectivement, les championnats régionaux se sont terminés il y a très peu de temps puisque nous venons de commencer depuis 3 semaines les championnats de France. Donc, les championnats régionaux qui permettent de qualifier des équipes des 13 départements qui composent la région Occitanie.
Pour nous, pour la Haute-Garonne, quelques résultats notables. Un titre de champion d'Occitanie pour une triplette mixte du club de Caser, Polo Forel, Philippe Duchesne, Nadège Bio. Nous avons réussi à qualifier 4 ou 5 équipes, je vais essayer d'être exhaustif. Nous avons 4 titres donc de vice-champion. Pour être qualifié au championnat de France par la région, il faut être soit gagnant, soit finaliste. Donc déjà, ça suffit le niveau de performance. Donc des vice-champions, nous en avons eu plusieurs. Nous avons eu en doublette féminine Audrey Bagnera et Stéphanie Coulon du club de Gaillac-Toulouse. Nous avons eu Donovan Rioux du club de Montberon en tête-à-tête homme. Nous avons eu Valérie Deloy et Eric Cavaillès de Launaguet en doublette mixte. Et nous avons eu Nadège Bio de Caser en tête-à-tête féminin. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un, sinon je m'en excuse par avance. Donc ces joueurs et joueuses se sont qualifiés donc pour les championnats de France respectifs, dans leurs catégories respectives, grâce donc aux championnats d'Occitanie qui se sont déroulés à Gourdon, à Revel. Nous avons eu l'occasion d'organiser 4 jours de championnats départementaux à Revel, ce qui a été une superbe étape, super organisation. Nous avons eu d'autres lieux, 2 autres lieux qui m'échappent un petit peu pour le moment, mais enfin voilà, ça s'est déroulé sur 4 sites différents en Occitanie. Et chaque année, donc, ces championnats permettent de qualifier un certain nombre d'équipes pour les championnats de France. Alors ça a commencé le championnat de France, mais un petit peu difficile les premiers résultats qui sont tombés. Oui, alors, champion de France, nous en étions ce week-end au 2e championnat. Après Pontorson pour les triplettes hommes et femmes, où les équipes qualifiées, que ce soit directement par le département ou par la région Occitanie, n'ont pas eu de résultats notables. Nous avons eu le week-end dernier, là, nous en revenons tout juste, le championnat de France doublette mixte, où là aussi, que ce soit l'équipe de Haute-Garonne qualifiée par la Haute-Garonne ou par la région Occitanie, ont perdu un barrage de poule. Donc pour le moment, effectivement, pas de résultats significatifs, mais je ne désespère pas. Il reste encore quelques championnats à jouer encore. Alors, pour nos auditeurs et ceux qui s'intéressent quand même de plus ou moins de loin ou de près, mais à la pétanque, quels sont les clubs phares de Haute-Garonne, grosso modo, ceux qu'on voit souvent devant et qui ont cette réputation de club phare? Alors, chaque année, les choses diffèrent un petit peu. Alors, c'est un domaine un petit peu sensible. Je ne voudrais pas, par mes propos, fâcher quelqu'un, un club ou un autre. L'an dernier, en tous les cas, nous avons récompensé 3 clubs. Il se trouve que le CD31, le comité départemental que je dirige, récompense chaque année, dans le cadre du trophée La Dépêche Midi, notre partenaire médiatique, nous avons l'occasion de récompenser donc les 3 meilleurs clubs pour leurs résultats sportifs. Donc déjà, ces 3 clubs, je peux les citer, parce que là, je ne ferai pas d'erreur. C'est le sport. Voilà, ils ont gagné, il n'y a rien à dire. Ce sont les élus 2024, donc c'est le club de Caser, de Montberon, et du TPO-BDR. Alors TPO-BDR parce que c'est une fusion qu'il y a eu entre 2 clubs existants précédemment, le TPO et la Boule du Rugby, qui ont fusionné donc à Toulouse de manière à pouvoir exploiter des terrains, les terrains du BDR, car ceux du TPO malheureusement ont disparu. Voilà. Donc ces 3 clubs ont eu les meilleurs résultats l'an dernier. Je rajouterai le club de la Savelta Saint-Gilles qui a des joueurs de haut niveau. D'autres obtiennent de très bons résultats, que ce soit Colomiers, Castanet, en jeu provençal notamment, que ce soit Revel par exemple. Et voilà. Et puis d'autres dans le département que je ne cite pas, mais nous avons on va dire une quinzaine ou une vingtaine de départements, je rajouterai Launaguet par exemple, qui ont des résultats de très haut niveau avec des équipes engagées dans les compétitions régionales ou nationales. Donc voilà, plusieurs clubs de très haut niveau en Haute-Garonne. Alors on va cibler un petit peu plus maintenant les stars, entre guillemets, les joueurs ou les joueuses qui sont à suivre dans notre département, celles qui sortent un peu du lot, qui nous ramènent des résultats. Alors oui, là aussi, un petit peu délicat, Laurent, tu le comprends, de citer des noms sans vouloir bien sûr d'abord oublier personne, mais ne fâcher personne. Mais voilà, tout le monde s'accorde à dire que en Haute-Garonne, Paul Forel, par exemple, Philippe Duchesne, Nadège Bio, qui sont les champions d'Occitanie que je viens de citer en triplette mixte, Audrey Bagnera, qui est une joueuse sélectionnée donc en équipe de France, qui joue à Toulouse. Qu'on a déjà eu à l'émission. Voilà, qui a participé à notre émission. Donovan Rioux, qui 2 ans de suite vient de se qualifier au championnat de France tête-à-tête masculin. Et Eric Cavaillès et Valérie Deloy, qui viennent de se qualifier donc championnat de France par la région Occitanie. Mais d'autres, Sonny Even à la Belge, Christophe Demeter, Brian Forel, Rocky Rackebert, Félix Forel, Robert Demeter.
voilà toute une pléiade de joueuses ou de joueurs qui, année après année, font des résultats significatifs à notre niveau et au niveau dessus. Voilà, il y en aurait d'autres que je pourrais citer, bien entendu. Non, mais c'est bien d'entendre des noms comme ça, Voilà. ça montre qu'il y a des champions. Je pense que tout le monde reconnaîtra ces noms-là. Et on les salue parce que ce sont des performances et ils ont le mérite qu'on cite leur nom. À tous les autres, on vous souhaite dans le palmarès à venir. Bien sûr. Chez les jeunes, je ne doute pas que chez les jeunes, nous aurons, j'espère, quelques futurs noms, quelques futurs grands talents. Alors, on en parle dans quelques instants. Je voudrais, moi, qu'on reparle un peu des compétitions féminines, justement, parce que le pétanque, c'est pas uniquement réservé aux hommes. Et dans le département, comment ça marche? Comment c'est organisé pour les femmes qui veulent rejoindre la compétition, Alors, tout simplement? Déjà, il faut savoir que les féminines représentent en nombre dans nos départements à peu près environ 25% des licenciés, du nombre de licenciés. C'est-à-dire nous avons 10 760 licenciés, je pense pas me tromper beaucoup, donc 25%, voilà, ça fait à peu près 2500, 2600, 2700 féminines. Le schéma pour les féminines, c'est exactement le même que pour les hommes. Nous avons des concours départementaux réservés aux féminines. Chaque club qui organise un concours a le choix de l'organiser en féminin, en masculin ou les deux. Donc nous avons à peu près 25 à 30% des concours qui sont départementaux qui sont réservés aux féminines. Nous avons des qualificatifs spécifiques aux féminines pour tous les championnats. Alors championnat de Haute-Garonne tête-à-tête féminin, doublette féminin, triplette féminin, doublette mixte, triplette mixte. Ça fait déjà 5 compétitions ouvertes aux féminines. Nous avons les championnats régionaux d'Occitanie, pareil, dans les mêmes configurations, bien entendu. Et tous ces championnats débouchent, bien entendu, sur des qualifications aux divers championnats de France qui sont les mêmes, dans les mêmes compositions. Donc, une grande place faite aux féminines. J'ai demandé cette année, pour ce mandat, une de mes collègues en charge de la commission féminine. Je ne désespère pas qu'elle mette en place une nouvelle compétition, comme nous l'avons fait pour les vétérans, spécialement dédiées aux féminines. Mais en tous les cas, elles ont toute leur place dans notre département et elles l'occupent très bien puisque nous avons quelques féminines de renom. J'ai cité Audrey tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'elle. Nous avons une bonne dizaine de joueuses de haut niveau qui, chaque année, régulièrement, obtiennent des résultats au niveau départemental et qui nous représentent très bien dans les championnats de France. Alors le regard de la pétanque et du jeu provençal est un petit peu souvent considéré comme un regard pour un jeu pour anciens. Je vais te titiller là-dessus. Parlons un peu des jeunes. Quelle est la politique du comité départemental en matière de formation ou de détection? Comment les attirer, nos jeunes, leur montrer l'intérêt de cette discipline? Alors déjà quelques chiffres, là aussi. Les jeunes, sur les 10 760 licenciés dont je parlais, représentent à peu près entre 320 et 330 licences. Donc, tu peux voir, Laurent, que ce n'est pas beaucoup, malheureusement. Et ça, c'est une grosse... Alors, je t'arrête pour ça. Les jeunes, c'est quoi la catégorie? Alors, les jeunes, c'est jusqu'à 18 ans. C'est ça. Un jeune qui a 18 ans dans l'année, il n'est plus jeune, il est senior. Oui, donc ce sont quand même des jeunes qui sont dans les seniors. Vous avez un peu mélangé les deux, d'accord? C'est entre 6 et 17 ans, on va dire. D'accord. Allez, voilà. Okay. Je pense qu'en dessous de 6 ans, c'est un petit peu compliqué, même si c'est une catégorie qui existe, les benjamins. On va dire qu'entre 6 et 17 ans, voilà ce qui compose les jeunes, avec 350, 360 licenciés. Le département de la Haute-Garonne, je pense un des seuls à le faire, a mis en place depuis plusieurs années, c'est mon prédécesseur Michel Lebot qui avait été initiateur de ça, nous avons mis en place une structure appelée Avenir 31, dont le rôle est justement de détecter des jeunes talents. Comment est-ce que nous procédons? Nous faisons en début d'année une journée de sélection, donc tous les parents ou tous les coachs, tous les entraîneurs, tous les éducateurs qui veulent inscrire les jeunes, ils les inscrivent. Les responsables de ce groupe Avenir 31, que j'ai désigné, sont chargés donc de faire la sélection. Quand la sélection est faite, d'une trentaine à peu près, entre 27 et 30 selon les années, jeunes qui sont sélectionnés. Ils passent par des séances d'entraînement. Et suite à ces séances d'entraînement, le groupe est réduit. En tous les cas, un groupe est composé pour aller ensuite sur les compétitions nationales et internationales. Je tiens à le dire, nous envoyons nos jeunes dans des compétitions en Espagne, en Belgique. Donc, nous faisons tout pour mettre en avant les jeunes talents chez nous.
D'autre part, nous participons, le CL31, comité départemental Haute-Garonne, nous participons aux sélections régionales qui sont mises en place par la région Occitanie, en envoyant donc les meilleurs de notre département. Après une sélection départementale, nous les envoyons aux sélections régionales qui débouchent ensuite sur le Trophée Les Pépites, qui est une compétition mise en place par la Fédération française, qui permet de sélectionner les meilleurs de France. Voilà. Donc une politique jeune, efficace, dynamique. Malheureusement, je dois dire que cette année, par exemple, nous avons été déçus par le nombre de participants sur des compétitions jeunes que nous avons mises en place, et notamment un concours régional à Miremont. Le comité départemental a décidé de mettre de l'argent sur la table pour faire venir les jeunes dans les compétitions. Et c'est un petit peu ce qui nous désole un petit peu, c'est que même si nous avons des jeunes talents, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire venir plus de monde sur nos compétitions jeunes. Voilà. Donc il y a un gros travail d'information à faire dans ce domaine-là. Le temps tourne, donc une petite question quand même importante. La pétanque, qui n'est pas une discipline encore olympique, quel est ton avis sur ce sujet-là? Parce qu'effectivement, ça reliait ce qu'on vient de dire par rapport aux jeunes. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir un boost si ça tire vers le haut? Ben écoute, Laurent, je regrette, et comme beaucoup d'autres de mes collègues, nous regrettons bien sûr de ne pas avoir été sélectionnés comme compétition olympique. Ce sport, cette discipline dont je suis responsable ici dans ce département, demande concentration et endurance. On le voit, on l'a vu le week-end dernier avec la chaleur excessive qu'il y avait pendant 2 jours. Je ne désespère pas de voir un jour le sport boule, je parle bien de sport boule et pas uniquement pétanque, aux Jeux Olympiques. Nous avons appris cette année que, pour les derniers Jeux Olympiques, que le breakdance avait pris notre place. Bon. Je laisse aux décideurs le choix. Le choix. Bon, personnellement, j'ai vu quelques images de breakdance. Ça n'a pas forcément, ça n'a pas calmé forcément mon désespoir de ne pas avoir été retenu. Mais ce que je note, c'est que le breakdance ne fera plus partie des JO en 2028. Voilà, à méditer. Autre élément qui peut être intéressant, je pense que tu vas rebondir là-dessus, l'audiovisuel, c'est un élément essentiel aujourd'hui pour faire bouger les sports. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle couverture télévisée qui est annoncée par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal? Ben écoute Laurent, très bonne nouvelle. Alors l'équipe 21 était déjà un partenaire ancien, puisque pendant le Covid, nous avons tous pu passer des heures devant notre télévision, devant l'équipe 21, qui diffusait des retransmissions de compétitions antérieures. Donc je suis très heureux que l'équipe 21 soit de nouveau un diffuseur. J'ai pu le constater lors des premiers championnats de France à Pont-Orson, où effectivement il y a une couverture très bien faite par l'équipe 21. D'autre part, j'ai pu tester ce week-end, vu les grosses chaleurs, les directs diffusés par la chaîne YouTube, avec laquelle la fédération est partenaire, a signé un nouveau contrat. Je pense que ça existait, mais je ne sais pas dans quel terme ça a été reconduit, mais en tous les cas, je peux vous dire que les retransmissions de la chaîne YouTube sont vraiment particulièrement réussies, et je me félicite bien évidemment de cette couverture, et je dis bravo à la fédération pour avoir mis en place la totalité de cette couverture médiatique. On va conclure cet entretien parce que je pense qu'il y a sûrement un message à faire passer. Si un auditeur qui écoute, qui se pose des questions, qu'est-ce qu'il doit faire pour rejoindre la pétanque? Ce n'est pas difficile. Deux choses à faire. Soit prendre son téléphone et appeler notre secrétaire qui est juste à côté, Valérie. Valérie peut être joignable au 05 61 13 22 66, qui est le numéro de téléphone du comité départemental. Il suffit de l'appeler, de dire Valérie, voilà, j'aimerais jouer à la pétanque. Elle saura très bien poser 2 ou 3 questions pour savoir où diriger cette personne, cet auditeur. Sinon, tout simplement, il suffit de se rendre dans un club un après-midi, quand on voit des personnes jouer, se rendre dans un club et dire tiens, voilà, j'aimerais jouer à la pétanque, qu'est-ce que je dois faire? Le meilleur accueil sera fait à cet auditeur, j'en suis certaine, dans tous les clubs de notre département. La licence est valable, il faut le savoir, quand on n'a jamais été licencié à partir du 1er octobre de l'année, admettons 2025, jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est-à-dire que quand on prend une nouvelle licence, on bénéficie du dernier trimestre de l'année en cours gratuitement. Pour un prix, le prix de vente par le comité départemental est de 32 €, donc un prix modique. Les clubs ensuite revendent au prix qu'ils le souhaitent, mais pour un prix modique, on peut pratiquer ce sport pendant 1 an.
Voilà. Merci, un grand merci Raymond pour ta disponibilité, ton engagement et ton éclairage passionné sur le monde de la pétanque et du jeu provincial. On retiendra des résultats impressionnants pour le comité de Haute-Garonne, une vraie dynamique en faveur des jeunes et des féminines et un avenir prometteur pour ce sport trop souvent réduit à ses clichés. Si vous aussi vous avez envie de pointer ou de tirer dans la convivialité, n'hésitez pas à franchir la porte d'un club près de chez vous. Merci Laurent. Et nous, retour au vestiaire, c'est la fin du match tout de suite. L'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match avec cette 108e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Et du dimanche 29 juin au samedi 5 juillet, voile, course des Caps à Boulogne-sur-Mer. Les 11 équipages se sont élancés dimanche à 14h pour un périple complexe de 2000 miles nautiques autour des îles britanniques via le rocher du Fastnet et les îles Shetland par 60 degrés nord. Pour les spécialistes, le retour du vainqueur est attendu samedi prochain ou dimanche, le jour de l'arrivée à Boulogne de la deuxième étape du Tour de France. Du lundi 30 au 13 juillet, tennis, Grand Chelem ATP et WTA de Wimbledon. Mercredi 2 juillet au 27 juillet, le football avec l'Euro 2025 féminin de football en Suisse. Du 3 juillet au dimanche 6 juillet, VTT Coupe du Monde Enduro et descente à la Tuile en Italie. Tennis de table United States Match à Las Vegas aux États-Unis. Vendredi 4 juillet, athlétisme avec la corrida pédestre de Toulouse. Du samedi 5 au 27 juillet, cyclisme grand départ du Tour de France à Lille. Samedi 5 au 6 juillet, auto Formule 1 avec le Grand Prix d'Angleterre. Samedi 5 juillet, football avec la Coupe du Monde des clubs 8e de finale Paris qui sera opposé au Bayern de Munich. En football féminin, Euro 2025 avec le match France-Angleterre. Premier match pour les Françaises dans cet Euro 2025. En cyclisme, départ du Tour de France avec la première étape Lille, 185 km. En athlétisme, il y aura le Diamonds League à Meeting d'Eugène aux États-Unis. Le dimanche 6 juillet, cyclisme avec le Tour de France et la deuxième étape de l'Owing Plank à Boulogne-sur-Mer, 212 km. Et du dimanche 6 au 13 juillet, notez le cyclisme aussi avec le Tour Italie féminin, le Giro féminin, qui débute donc dimanche 6 juillet. Et pour être complet dans cette rubrique, impossible de passer à côté du grand rendez-vous de l'été, le Tour de France. Samedi 5 juillet, les 176 coureurs des 22 équipes engagées s'élanceront depuis Lille Métropole, coup d'envoi de la 112e édition de la Grande Boucle, un Tour de France 100% hexagonal, sans aucune incursion hors de nos frontières, une première depuis 2020, un tracé résolument français qui traversera 11 régions et 34 départements et qui comptera pas moins de 21 étapes jusqu'à l'arrivée finale à Paris. Au programme, 7 étapes de plaine pour les sprinteurs, 6 étapes accidentées qui pourraient sourire aux baroudeurs, 6 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude d'anthologie, Hautacam, Luchon Super-Bagnères, Le Mont Ventoux, Courchevel, Col de la Loze et La Plagne. Sans oublier 2 contre-la-montre, l'un à Caen, 33 km en boucle, étape 5, taillé pour les spécialistes de l'effort solitaire, dont l'autre beaucoup plus court mais redoutable entre Loudanviel et Péragude, 11 km, étape 13. Côté innovation, 8 villes et sites font leur entrée dans l'histoire du Tour, comme l'Owing Plank, Bayeux, Chinon, Énézat, le Mont d'Or, puis de Sancy, Bolène, Vif et Mantes-la-Ville qui donnera le départ de la dernière étape. Le peloton affrontera les grands massifs français, Massif central, Pyrénées, Alpes et Jura, avec comme sommet mythique le col de la Loze, point culminant de ce Tour 2025 à 2304 mètres d'altitude. Pour la première fois, la montée se fera par le versant est, côté Courchevel. Autre clin d'œil à l'histoire, le retour d'une étape Pau-Luchon-Super-Bagnères, absente depuis 1986. 2 journées de repos ponctueront les 3 semaines d'efforts intenses avant le dénouement à Paris. D'ici là, suspense, attaque, souffrance, exploit et émotion seront une nouvelle fois au rendez-vous. Alors si vous aimez les paysages, les défis et la grande histoire du sport, ne manquez pas le départ du Tour ce week-end, le 5 juillet. C'est parti pour 3 semaines de passion à vélo à travers la France.
Et voilà, coup de sifflet final pour cette 108e émission de Et si on parlait de sport. Et quel match radio on vient de se faire. Un immense merci à nos invités, Damien Travessé, Raymond Lemanac et Jean-Louis Pagès. Vous nous avez régalé avec vos histoires, vos engagements et votre passion contagieuse. Vous avez clairement marqué des points au micro. Merci à vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, de plus en plus nombreux à monter chaque semaine dans notre bus sportif. Continuez à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Vous êtes notre vraie source d'énergie. Un grand coup de chapeau à nos fidèles partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Vous êtes des milliers de cette belle aventure. Merci de jouer collectif avec nous. Un grand coup de chapeau à nos fidèles partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Vous êtes des piliers de cette belle aventure. Merci de jouer collectif avec nous. Et bien sûr, clin d'œil appuyé à la team de l'assaut, et si on parlait de sport, une escouade 100% passion, 0% temps mort, qui mouille le maillot chaque semaine pour que cette émission reste un vrai terrain de jeu radiophonique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode plein de sport, de bonne humeur, d'énergie bienveillante et d'invités motivants. Même micro, même énergie, à la semaine prochaine dans Et si on parlait de sport.